Bonjour, un gros cours sur les prix. Donc, qu'est-ce qu'un marché? Un marché, c'est le bien réel, la place du marché, ou virtuel, le marché d'échange, de rencontre entre les offres des vendeurs et les demandes des acheteurs sur lequel va s'établir un prix. On peut distinguer les marchés selon leur localisation géographique, selon leur étendue. Les marchés locaux, nationaux ou internationaux, les marchés sans localisation, les marchés de change. On peut distinguer les marchés selon leurs objets aussi. Donc la demande, c'est la quantité de biens que les acheteurs sont prêts à acquérir pour un certain prix. On dit aussi qu'il s'agit d'une demande solvable, disposer des ressources suffisantes pour acheter les produits. En général, plus un bien est cher, moins il est demandé. La demande est une fonction décroissante du prix. Les quantités demandées par les consommateurs augmentent quand les prix baissent. La diminution du prix du bien va entraîner une augmentation de la quantité demandée par les acheteurs. Par exemple, ce qu'il y a eu avec les écrans plasma, les lecteurs DVD. Vu que par la diminution du prix, ça rend le produit plus abordable. Dans certains cas, ce mécanisme n'est pas vérifié, avec par exemple le pain, le beurre, le sucre, les produits de première nécessité, le tabac, le carburant. Comme la demande de ces produits est peu sensible au prix, on dit que l'élasticité de la demande de ces produits est faible ou nulle. L'offre, c'est la quantité de produits que les vendeurs souhaitent vendre à un certain prix. Cette offre doit être rentable, c'est-à-dire permettre au producteur de rémunérer son activité. En général, plus le prix est élevé, plus l'offre est importante. Plus le prix est élevé, plus la production est rentable. Donc l'offre est une fonction croissante par rapport au prix. Les quantités offertes par l'entreprise augmentent avec les prix. La baisse du prix d'un bien conduit les entreprises à réduire les quantités fabriquées. Une baisse des prix correspond à une diminution de l'offre. La formation du prix par la confrontation de l'offre et de la demande. La confrontation de l'offre et de la demande aboutit à la fixation d'un prix. La loi de l'offre et la demande correspond aux réactions opposées des vendeurs et des acheteurs quand les prix varient sur un marché. Une baisse des prix incite les acheteurs à augmenter leur demande, mais incite les vendeurs à baisser leur offre. A l'inverse, une augmentation des prix incite les vendeurs à augmenter leur offre, mais incite les acheteurs à baisser leur demande. La loi de l'offre et de la demande, c'est la variation de l'offre et de la demande lorsque les prix se modifient sur un marché. La formation du prix d'équilibre. Alors par exemple avec le marché de la pêche, l'offre augmente quand le prix augmente. L'offre est fonction croissante du prix. Et la demande baisse quand le prix augmente. La demande est fonction décroissante du prix. C'est-à-dire que par exemple, quand il va y avoir 500 kg de poissons pêchés, que le poisson va être, le prix au kilo va être de 60 centimes, et que la demande va être de 3000 kg pour 500 kg pêchés, je rappelle, eh bien, l'offre va augmenter, le prix, comme il y a beaucoup de demandes, le prix va augmenter, donc l'offre va augmenter, donc on va passer au fur et à mesure de 500 à 1000 kg de pêche, 1400 kg de pêche, 1500 kg de pêche. Le prix, lui, va augmenter de 0,60 centimes à 1 euro, 1,80 €, 2 euros. Et la demande, du coup, comme elle était très forte mais que le prix augmente, eh ben elle va passer, elle, de 3000 kg de demande à 2200, 1400, 1200. Voilà. Plus le prix augmente, plus la demande baisse, mais plus la demande augmente, plus l'offre augmente aussi. C'est assez complexe. Par ajustement successif, l'interaction entre prix, quantité offerte et quantité demandée va conduire à une situation d'équilibre quand les quantités demandées sont égales aux quantités offertes.
la confrontation entre l'offre et la demande permet de déterminer un prix d'équilibre. C'est le prix qui égalise les quantités offertes et les quantités demandées. Donc, pour revenir au poisson, à un moment, on arrive à 1400 euros d'offre pour 1400 kg d'offre pour 1400 kg de demande. Le prix est à 1,8 et là, ça fixe le prix d'équilibre. Pour les mécanismes du marché, pour que les mécanismes du marché fonctionnent ainsi, il faut que la concurrence joue normalement. Il faut que l'offre et la demande soient fortement élastiques. Les théories de formation du prix sont faites dans l'hypothèse du marché de concurrence pure et parfaite, appelée MCPP. Les différents types de marchés. On peut classer les marchés selon le nombre d'intervenants, le nombre de vendeurs et d'acheteurs. On donne des noms particuliers à certaines situations que l'on peut observer dans la vie économique. Donc la typologie des marchés. En offreur, on a une seule entreprise et en demandeur, on a un seul acheteur. C'est un monopole. Toujours pareil pour l'offre, une seule entreprise. Demandeur, on a plusieurs acheteurs, c'est toujours un monopole. Toujours une seule entreprise et de multiples acheteurs, c'est toujours un monopole. Cette fois, on a quelques entreprises et un seul acheteur. C'est un monopsone. On a toujours quelques entreprises et plusieurs acheteurs. C'est un oligopole. Et quelques entreprises et de multiples acheteurs, c'est toujours un oligopole. Dernier cas, on a de nombreuses entreprises et un seul acheteur. C'est la même chose. C'est un monopsone. On a de nombreuses entreprises et plusieurs acheteurs. C'est un oligopsone. Et on a de nombreuses entreprises et de multiples acheteurs. C'est de la concurrence. Donc un monopole, c'est une seule entreprise qui vend un produit. Par exemple, la SNCF, la Poste, avant EDF, la Française des Jeux, le PMU. L'oligopole, c'est quelques offreurs face à de nombreux demandeurs. Donc les conducteurs automobiles, aéronautiques, les opérateurs téléphoniques, téléphonie mobile, les fournisseurs internet. Le monopsone, c'est un seul acheteur, l'État, par exemple pour les armes de guerre. Et il y a la Seita, Seita Altadis. Tout, au niveau du tabac, hein, tous les producteurs français de tabac doivent lui vendre sa récolte. Dans le sens économique, la concurrence désigne un type de marché où les vendeurs et les acheteurs sont suffisamment nombreux pour qu'aucun d'entre eux ne puisse exercer une influence sur le prix. Seuls les mécanismes de marché déterminent le prix d'équilibre. Le marché de concurrence pure et parfaite, le MCPP. Donc l'atomicité de l'offre et de la demande, ça crée une multitude d'offres. Attendez. Oui, c'est ça. Donc l'atomicité de l'offre et de la demande, c'est une multitude d'offreurs, et de demandeurs. Donc ils n'ont aucun pouvoir sur le marché. Ils sont nombreux au point qu'aucun à lui seul ne peut influencer le prix. Et la concurrence ne porte que sur le prix des biens échangés sur le marché, soit équivalents, donc identiques et substituables les uns aux autres pour satisfaire le même besoin. Donc c'est une homogénéité des produits et il n'y a aucune barrière à l'entrée de nouveaux agents. Donc on a l'atomicité de l'offre et de la demande, l'homogénéité des produits, la libre entrée sur le marché, donc aucune barrière à l'entrée de nouveaux agents, la transparence, tous les agents ont une parfaite information sur les conditions de marché et en particulier sur les prix, et la mobilité des facteurs de production, capital, travail,
Le travail et le capital sont parfaitement mobiles. Toutes les entreprises peuvent disposer des mêmes facteurs de production. Le marché de concurrence imparfaite. Les 5 conditions sont très rarement vérifiées simultanément. La concurrence imparfaite est la situation la plus fréquente dans la réalité. Donc monopole, oligopole, monopsone. Le monopole, dans cette situation, l'offreur peut imposer son prix, mais dans certaines limites. Un prix trop élevé peut dissuader les demandeurs. Avec un prix trop bas, l'offreur risque de perdre sa rentabilité. Il peut exister. L'origine des monopoles, c'est l'innovation technologique ou historique, la nationalisation. Ces entreprises vont chercher à s'entendre, donc là, une entente, un cartel. Ces accords sont interdits par la politique de la concurrence. Ce type de situation de marché tend à se développer du fait de la concentration importante dans de nombreux secteurs économiques, par exemple la grande distribution. Et la concurrence monopolistique, sur ce type de marché, de nombreux offreurs tentent d'obtenir une sorte de monopole en différenciant leurs produits, caractéristiques, services, images de marque. Ces marchés usent abondamment de la publicité, par exemple les constructeurs automobiles. Donc le MCPP, on a trois lettres, on a comment qu'on dit, il y a un mémotechnique qui s'appelle Hamlet. Donc H pour homogénéité des produits, A pour atomicité et offre de la demande, M pour mobilité des facteurs de production, LE pour libre entrée sur le marché, et T, transparence, l'info. Donc la politique de la concurrence veille aussi au respect de l'équité entre les acteurs économiques. Interdiction de la vente à perte de certains produits par les grandes surfaces au détriment du commerce de proximité. La politique de la concurrence est mise en œuvre par le Conseil de la concurrence en France, une entente, et par la Commission européenne en Europe, abus de position dominante. La constitution d'un marché unifié dans l'Union européenne s'accompagne d'une volonté d'ouvrir la concurrence à des secteurs jusqu'alors repris par des monopoles. Le prix et pouvoir d'achat. Le niveau général des prix résulte de 4 facteurs. Le coût de revient, la nature des marchés, l'élasticité de la demande par rapport au prix, sensibilité de la demande d'un produit selon la variation de son prix, et l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, c'est une hausse durable des prix de tous les biens et services. La déflation, c'est la baisse continue du niveau des prix. Et la désinflation, c'est la baisse des taux d'inflation. Les prix augmentent toujours, mais à un rythme moins important qu'auparavant. La mesure de l'inflation. Le calcul du taux d'inflation, c'est le taux d'inflation qui est le taux de variation de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, entre deux dates. Donc le taux, c'est indice 2 moins indice 1 divisé par indice 1 fois 100, pardon. Le taux d'inflation, c'est le taux de variation de l'IPC. Le prix et le pouvoir d'achat. Donc le calcul de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, c'est calculé par l'INSEE par sondage. L'INSEE choisit un certain nombre de produits jugés représentatifs et un certain nombre de points de vente représentatifs. L'INSEE pondère le poids de chaque article selon sa consommation en lui attribuant un coefficient. L'IPC est un instrument statistique élaboré chaque mois par l'INSEE. Non. Pas une hausse générale. Qu'est-ce que j'ai écrit? Des fois j'écris des trucs. Non pas une hausse générale, crème glacée seulement. Pas une hausse durable, l'été seulement. Que la hausse généralisée et que la hausse soit... Oh, je suis désolé, je comprends rien. C'est pas grave, on va pas oublier les deux dernières phrases que je viens de dire. Les causes de l'inflation. L'inflation par les coûts, l'inflation par la demande, l'inflation par la monnaie et l'inflation structurelle. L'inflation par les coûts, c'est une conséquence d'une augmentation des coûts de production répercutée sur les prix de vente.
Si ces matières premières sont achetées à l'étranger, on parle d'inflation importée, notamment liée au pétrole. La hausse des prix sera d'autant plus importante que l'augmentation des coûts sera supérieure aux gains de productivité. Ce type d'inflation par les coûts peut conduire à une spirale inflationniste. Par exemple, la spirale inflationniste, l'augmentation des coûts entraîne l'augmentation du prix par les entrepreneurs, qui entraîne une augmentation au niveau général des prix, qui entraîne une dégradation du pouvoir d'achat, une revendication, une augmentation des salaires et une nouvelle augmentation des coûts. La spirale inflationniste. Les moyens de lutte: si l'inflation provient d'une hausse des salaires et ou des prix, les pouvoirs publics peuvent bloquer les prix et les salaires. Il faut compenser l'augmentation des coûts par des gains de productivité. L'inflation par la demande, c'est l'accroissement de la demande à laquelle l'offre ne peut pas répondre. Une hausse des prix par un déséquilibre entre l'offre de biens et services qui est insuffisante par rapport à la demande des consommateurs, excès de demande par rapport à l'offre, afin de rétablir l'équilibre des prix, augmente. Cela augmente le nombre d'offreurs et diminue le nombre de demandeurs. Moyen de lutte. Il faut réduire la demande globale par la politique monétaire en rendant le crédit plus cher, par la politique budgétaire en augmentant les impôts. Le schéma de la politique budgétaire, c'est un freinage des dépenses budgétaires de l'État et un ralentissement des programmes de travaux publics, ce qui crée le ralentissement de la demande, moins d'investissement et moins de consommation, ce qui crée une inflation. L'inflation par la monnaie, c'est l'excès de monnaie par rapport à la production. Les inconvénients. L'inflation fait baisser le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et services qu'un certain revenu permet d'obtenir. La hausse des prix conduit à une diminution du pouvoir d'achat. Une inflation de 3% à la date T1 à 10 000 euros revient à la date T2 à 9 708,70 euros, c'est-à-dire 10 000 euros fois 100 sur 103. Ça nous fait 9 708,70. En T2, vos 10 000 euros ne permettent plus d'acheter la même quantité de B et S qu'en T1 où T2, 1000 euros correspondent à la valeur, en T2, 1000 euros correspondent à la valeur nominale ou en prix courant sans correction des effets de l'inflation. 1708,70 € correspondent à la valeur réelle, le pouvoir d'achat, ou valeur à prix constant, après correction des effets de l'inflation. En période d'inflation, si les salaires augmentent, la valeur nominale, celle qui apparaît sur le bulletin de salaire, est moins importante que la véritable augmentation du pouvoir d'achat. Par exemple, un salaire passe de 2000 à 3000 entre janvier 2008 et janvier 2009. Durant la même période, l'indice des prix passe de 100 à 104,8. Pour une base de 100 en 2008, le salarié passe à 115. 15% d'augmentation. Pour trouver l'augmentation du pouvoir d'achat, il ne faut pas faire la différence des pourcentages, mais le rapport des indices. Indice du pouvoir d'achat, c'est l'indice du salaire sur l'indice des prix fois 100, soit 115 sur 104,8 fois 100, ça nous fait 10,9%. Le pouvoir d'achat est en augmentation de 10,9% entre les deux dates. L'inconvénient, c'est l'inflation fait baisser le pouvoir d'achat. L'inflation pénalise les épargnants et d'une manière générale tous les détenteurs de revenus fixes puisque leur pouvoir d'achat diminue. L'inflation pénalise le commerce extérieur en réenchérissant les exportations. En enchérissant, je sais pas le dire. En renchérissant, voilà, les exportations et en rendant les importations moins coûteuses. Et l'importation entraîne des taux d'intérêt élevés qui n'incitent pas les ménages au crédit à la consommation. Enfin, l'emploi, le chômage. Après l'inflation, le deuxième grand dysfonctionnement de l'économie est le chômage. Il est ressenti de façon plus aiguë par la population à cause de ses conséquences sociales. Donc un chômeur est une personne qui peut travailler et qui veut travailler, mais qui ne trouve pas d'emploi. Selon le BIT, le Bureau international du travail,
Un chômeur est une personne dépourvue d'emploi disponible et à la recherche d'un emploi. Donc il y a les chômeurs et la population inactive qui comprend les retraités, les élèves de plus de 15 ans, étudiants, lycéens non rémunérés, les personnes âgées de moins de 15 ans, les inactifs divers, les femmes au foyer. Et la population active, c'est la population en âge de travailler et en un emploi, plus la population en âge de travailler recherchant un emploi, y compris les chômeurs. Donc